Bonjour, je suis le docteur Adrien Lemoine. Je vais vous parler des blocs de la paroi thoracique, une deuxième partie consacrée aux blocs prédominants pour la chirurgie du sein, la paroi antérieure du thorax. Ce cours fait donc suite au cours réalisé par le docteur Inineb concernant la paroi thoracique postérieure et latérale euh, sur la chirurgie thoracique. On va reprendre de manière plus prédominante les blocs de la chirurgie du sein, donc revoir de manière plus succincte ceux qui se rapportent à la chirurgie thoracique également, mais on en dira un mot. Les différents blocs sont liés à une innervation de la paroi thoracique qui est complexe, qui fait part de nerfs pectoraux, de nerfs intercostaux et de nerfs issus du plexus brachial mais différents que sont le long thoracique et le thoracodorsal. En situation, on observe un enchevêtrement de nerfs sur différents niveaux qui peuvent expliquer cette complexité d'innervation et une nécessité d'adaptation des blocs à la chirurgie en fonction des structures touchées. Sur le plexus brachial, on observe du coup, issu du plexus brachial, le nerf pectoral latéral, pectoral médian, long thoracique et thoracodorsal. Le supraclaviculaire est très haut situé sur la paroi antérieure du thorax. Le pectoral latéral et médian sont traversent le pectoral, muscle pectoral majeur et se situe au-dessus du mineur. En situation, voilà, on les revisualise traversant le mineur et allant se ficher dans le pectoral majeur, avec en transparence le plexus brachial. Le nerf long thoracique innerve le serratus antérieur et le nerf thoracodorsal va agir sur le grand dorsal. Ces deux nerfs ont une innervation aussi sensitive de la paroi et vont être intéressants dans la gestion de la douleur post-opératoire. Les branches cutanées intercostales, latérales et antérieures vont être d'intérêt aussi dans la gestion de l'analgésie post-opératoire. On observe que les rameaux intercostaux latéraux et antérieurs ont des rémanences qui vont vers le sein à travers le serratus, à travers les différentes structures, et que les nerfs supraclaviculaires font la partie supérieure superficielle. Différentes recommandations de pratique ont été réalisées. Une portant par le groupe Prospect, qui est un groupe d'intérêt concernant l'analgésie post-opératoire, concerne le sein et met en avant l'infiltration d'anesthésiques locaux pour les chirurgies mineures et beaucoup de blocs différents que sont le paravertébral ou les PEX blocs pour les chirurgies majeures en association plus ou moins avec des infiltrations par les chirurgiens. L'essentiel de ces recommandations portant sur des procédures bien établies dont la démonstration a été faite. On a toujours un petit peu de retard dans ce qui est recommandé par rapport à ce qui peut être de bon ton
au moment où on écrit les recommandations. Ce que je veux dire par là, c'est que au moment où ces recommandations ont été écrites, j'ai fait partie du groupe d'auteurs, le niveau de preuve sur les recteurs du rachis, le serratus en chirurgie du sein ou d'autres blocs qui pourraient devenir plus intéressants maintenant n'était pas suffisant pour les mettre en avant, ces différents blocs. Du coup, au niveau thoracique, on observe beaucoup de blocs différents qui sont possibles, mais certains seulement sont d'intérêt dans le contexte de la chirurgie du sein. On va les revoir après. Plusieurs autres protocoles ont été proposés. Celui-ci est assez ancien, il date des années 2010-2015, concerne la chirurgie mammaire et vient du centre hospitalier René Huguenin, maintenant Curie Saint-Cloud, qui s'intéresse particulièrement à cette pathologie. Et en fonction des différentes chirurgies, propose différents types de blocs, plus ou moins en association, plus ou moins en association avec de l'infiltration locale. Je pense que la diapositive qui résume le mieux la situation va être celle-ci. Elle est assez difficile à comprendre de prime abord. On va l'expliquer au fur et à mesure et on va la revoir plus tard dans le topo. Euh, donc, en fonction des différents territoires cutanés ou sous-cutanés atteints par les différentes chirurgies sont à la deuxième ligne de ce tableau. Et en fonction des différentes innervations musculaires qui vont créer la douleur myofasciale, on a différents nerfs qui vont être imputés et différents blocs du coup qui vont permettre une analgésie satisfaisante. On va reprendre assez point par point. Tout d'abord, je pense que si vous êtes dans ce cours, la démonstration n'est plus à faire pour vous, mais l'anesthésie locale prévient la douleur chronique après chirurgie. On l'a vu, le bloc paravertébral peut être d'intérêt pour les chirurgies majeures qui reprennent l'ensemble de la paroi à type de mastectomie, par exemple. Donc, ce bloc paravertébral, vous l'avez évoqué auparavant au cours du cours de chirurgie thoracique, va se placer dans le triangle constitué de la vertèbre, du ligament costo-transverse et de la plèvre pariétale. On l'observe en échographie en vue longitudinale ou transverse en fonction des préférences personnelles de chacun. Et on place son aiguille soit en in plane, soit out of plane pour faire un bloc unique ou mettre un cathéter. Voilà, en fonction des différentes techniques. Je vais passer rapidement parce que c'est quelque chose qui aura été évoqué par mon collègue. Le bloc érecteur du rachis va être aussi un point d'intérêt pour la chirurgie mammaire, pour les mêmes indications que ceux du bloc paravertébral. L'intérêt principal du bloc érecteur du rachis étant sa plus grande facilité de réalisation et sa meilleure courbe d'apprentissage et son plus faible nombre de complications potentielles. De la même manière, j'imagine qu'il vous en aura parlé, on essaiera de se placer au niveau du processus transverse, juste sous le groupement des érecteurs du rachis,
des muscles érecteurs du rachis pour une injection qui va permettre la diffusion du produit au niveau du ligament tout costaud transverse et des processus des foramen de conjugaison pour la bonne innervation des faisceaux intercostaux. Sur ces images d'échographie, on observe donc l'aiguille qui arrive sur la lame sous le groupement des érecteurs du rachis et qui, par diffusion dans le plan, va permettre le soulèvement de ce groupement d'érecteurs du rachis à l'injection du liquide d'anesthésie locale. Lorsqu'on observe sur des cadavres l'injection soit en rétrolaminaire, soit en érecteur du rachis, donc dans des zones très proches anatomiquement, la diffusion des différents liquides qui contiennent de l'encre en l'occurrence, on observe une diffusion spatiale au niveau musculaire qui est plus large avec l'érecteur du rachis qu'avec le rétrolaminaire. Au niveau de la diffusion à l'intérieur de l'espace péridural ou au niveau des foramen neuraux, quelque chose d'assez superposable dans la zone proche du site d'injection, mais plus diffuse avec le rétrolaminaire. Et enfin, au niveau des espaces intercostaux colorés, une plus grande diffusion sur l'érecteur du rachis. C'est des résultats qui sont à prendre avec des pincettes. On considère ici l'étude de 3 cadavres uniquement. Ici, le même type d'essai est réalisé avec l'érecteur du rachis et le paravertébral sur la figure de gauche. Sur la figure de droite, c'est encore le paravertébral versus de multiples injections costo-transverses, juste au niveau du ligament costo-transverse, donc légèrement au-dessus de l'espace paravertébral. Les éléments sont assez superposables dans leur diffusion. En allant plus en antérieur, les blocs qui vont être pour nous d'intérêt majeur ici vont être le PEX 1 et 2 et le serratus. Le PEX 1 va se situer sur une zone d'injection entre le pectoral majeur et le pectoral mineur, le PEX 2 sous le pectoral mineur, sous le muscle serratus, tout ça au niveau de la 3e, 4e côte, environ sur une zone d'approche médioclaviculaire, se décalant progressivement vers le latéral. Donc la façon d'aborder ces blocs, on pose la sonde d'échographie plane sur un axe médioclaviculaire au niveau de la 2e, 3e côte et on glisse progressivement vers le bas et vers l'extérieur pour obtenir une visualisation des différentes structures musculaires et osseuses qui nous permettent d'avoir les repères anatomiques permettant. Donc on observe ici les différentes descriptions des différents blocs par Blanco, l'inventeur des PEX et Serratus.
donc avec à gauche le PEX 1 entre le pectoral majeur et le pectoral mineur. Au centre, le PEX 2 sous le serratus au niveau de la zone où il est encore recouvert par le pectoral mineur. Et ensuite, le bloc du plan serratus au-dessus du serratus sous le grand dorsal. Dans cette vidéo d'un anesthésiste anglais, donc le pectoral majeur se situe au-dessus du pectoral mineur, au-dessus du serratus, au-dessus de la troisième côte. L'abord se fait plutôt par le côté médial. On va aller se situer avec l'aiguille entre le pectoral majeur et le pectoral mineur pour l'injection du PEX 1. L'idée, comme tout bloc de plan, est d'avoir une diffusion qui permette le soulèvement du plan. Le volume nécessaire à la réalisation d'un bloc adapté, il faut considérer que 10 ml sur le PEX 1 en association à une vingtaine de millilitres sur le PEX 2 permet une bonne diffusion et la prise des différents nerfs d'intérêt que sont le supraclaviculaire et les nerfs pectoraux et long thoraciques. Et potentiellement la prise d'une partie des rameaux antérieurs et médiaux issus des nerfs intercostaux. On peut discuter ici, sur cette injection, le fait d'aller un tout petit peu plus bas pour permettre la bonne diffusion sous-musculaire et le bon soulèvement des structures. Le PEX 2, sachant qu'il est toujours PEX 2 associé au PEX 1, on a suffisamment de recul sur le PEX 2 pour avoir déjà des méta-analyses qui montrent son efficacité contre l'anesthésie systémique uniquement dans le cadre de chirurgie du sein majeure ou mineure, mais essentiellement majeure, et qui montre une certaine égalité d'efficacité en comparaison au bloc paravertébral, ici dans des chirurgies majeures, évidemment. On observe une diminution des prises de morphine orale dans les 24 heures qui suivent la chirurgie en comparant à l'analgésie systémique seule et contrôle paravertébral, quelque chose de superposable, quoique potentiellement très légèrement en faveur, mais de manière non significative. Ici, sur une autre méta-analyse, en séparant les différentes chirurgies, on observe toujours une superposition des effets des paravertébraux et des blocs pectoraux. Encore une fois, le bloc sensitif induit après le PEX 2 recouvre, donc après le PEX 1 et 2, il faut le comprendre, dans la pratique clinique, il faudra faire le PEX 1 associé au PEX 2. Ici, après uniquement l'injection du PEX 2, on observe un bloc sensitif qui prend
grande majorité de l'aire mammaire, à l'exception notable potentielle d'une partie du des cadrans internes. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte sur certaines tumorectomies qui, si elles sont inféro-internes, pourraient être limitées dans leur analgésie par un PEX 1 et 2. Mais on observe quand même un bloc sensitif qui recouvre ici, au niveau cutané au moins, l'aire axillaire. Le serratus est lui aussi a été évalué et l'est de plus en plus et permet l'observation d'une amélioration majeure de l'analgésie après une chirurgie du cancer du sein, diminution de la quantité d'opioïdes consommés, diminution des scores de VA, et dans une revue systématique et méta-analyse, quelque chose qui est assez superposable aux différentes données de la littérature, que ce soit au repos ou au mouvement, ce qui va nous intéresser beaucoup pour la réhabilitation post-opératoire. Contre le paravertébral, par contre, on observe une non-infériorité pour le moment. La diffusion des différentes injections au-dessus ou en dessous du muscle serratus pour le bloc serratus va être telle que présentée ici avec à gauche, enfin sur le côté gauche du patient, une diffusion légèrement plus étendue et sur le côté droit une diffusion légèrement moins, sachant que sur le côté gauche on est en dessous et sur le côté au-dessus et sur le côté droit en dessous. Voilà. Les durées d'efficacité de l'injection au-dessus ou en dessous sont différentes. Pour autant, l'injection sous le muscle sera d'une durée d'efficacité inférieure. Ceci peut être lié à la résorption plus grande des anesthésiques locaux au niveau de la zone paracostale, sachant qu'il y a un passage vasculaire plus important qu'au-dessus du muscle serratus dans les plans des fascias. Pour autant, les zones de diminution de la sensibilité liées aux différentes injections sont strictement superposables. Il a été proposé aussi l'addition d'un bloc du plan des muscles transverses thoraciques comme addition aux blocs pectoraux pour augmenter l'efficacité, particulièrement sur les cadrans inférieurs et internes. Enfin, surtout l'inféro-interne. C'est quelque chose qui a été décrit une fois sur une petite série de patients sans que ce soit franchement développé, sachant que le muscle transverse thoracique est celui qui va en face interne du thorax, des côtes au sternum, et créer un plan de diffusion potentielle des liquides d'anesthésie locaux qui permettent de prendre les émergences médiales des différents nerfs intercostaux. Il faut savoir
qu'il a été discuté au cours du temps l'intérêt de ces anesthésies loco-régionales dans la récurrence ou non et la survie après chirurgie du cancer du sein. Cela ne fait pas de grande différence au niveau des connaissances actuelles de la littérature. Ce qu'il faut savoir, c'est que la paroi thoracique, j'y reviens, a une innervation complexe, que de multiples anesthésies loco-régionales sont possibles et qu'il faut les modifier, les choisir en fonction des différentes chirurgies qui vont être proposées et adapter l'ALR à la chirurgie. Il faut discuter avec son chirurgien et s'adapter aussi au patient. J'espère que ce tableau vous paraît plus clair à présent. C'est celui qui regroupe l'ensemble des différentes innervations cutanées et musculaires, ce qui va permettre la détermination en fonction des différentes procédures chirurgicales qui vont toucher les différents rameaux nerveux, ce qui va permettre le choix des différents blocs qui peuvent être proposés. Donc, pour finir, au total, attenons la procédure qui a été proposée dans le choix des différentes ALR en fonction des chirurgies est la suivante. Pour les tumorectomies simples, on réalise l'infiltration par le chirurgien, ce qui sera beaucoup plus localisé à la zone d'intérêt et potentiellement évitera qu'on décide de faire un bloc qui ne prenne pas parfaitement la zone de travail des chirurgiens. Je pense particulièrement au cadran inféro-interne du sein. Pour les tumorectomies avec curage, sachant que la dissection du curage peut être un générateur de douleur, on propose un bloc du plan Serratus avec un volume d'injection important qui permettent la bonne prise des différents rameaux nerveux d'intérêt dans le contexte. Une mastectomie avec curage relève d'un bloc paravertébral ou d'un bloc érecteur du rachis, toujours avec un volume important pour prendre une bonne zone de couverture. Ici, on propose de manière classique un bloc single shot, mais il est toujours possible d'envisager l'ajout d'un cathéter pour une infiltration continue dans le cas où il y aurait des éléments qui seraient à risque de douleur importante chez la patiente ou sur cette chirurgie particulière. Pour les chirurgies de mastopexie, on propose principalement l'infiltration par le chirurgien. Pour les reconstructions mammaires avec ou sans mastopexie, le bloc paravertébral ou érecteur du rachis. Et pour les réductions mammaires, le Serratus avec une dose diminuée de par la bilatéralité du geste qui sera probablement nécessaire. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir pu faire ce cours en direct, un cours qui se voulait d'autant plus interactif avec votre participation pour des réponses aux questions éventuelles posées par les différentes situations que vous avez pu rencontrer. Je reste à votre disposition par mail si vous avez des questions concernant la réalisation
de tel ou tel bloc. Et voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.